Bonjour à tous, chers amis, bonjour les contributeurs surtout, mais bonjour à tous, parce que j'exclus pas un jour de mettre cette vidéo en public. On verra. Alors aujourd'hui, on parle de rap et d'homosexualité. Alors évidemment, cette vidéo, elle est inspirée par l'affaire Puff Daddy qui défraie la chronique ces derniers mois, où on apprend que Puff Daddy, donc icône du gangsta rap, est à la tête d'une mafia gay et le rituel d'entrée pour rentrer dans cette mafia, pour être produit par Puff Daddy, pour être entouré par Puff Daddy. Le rituel d'entrée, c'est la sodomie en fait. Hein. Il faut se faire sodomiser par Puff Daddy avec de l'huile pour bébé. Je m'attarde pas sur la dimension parce que l'affaire ne s'arrête pas là, bien sûr. Hein, je m'attarde pas sur la dimension proxénétisme, traite d'êtres humains de cette affaire. Encore que tout est lié, hein, vous allez voir, mais je m'intéresse surtout à la dimension homosexuelle. Et homosexuel refoulé. Parce qu'en réalité, ce qui, je vais pas dire gangrène, hein, c'est pas ça, mais le rap, de par sa structure même, de par sa nature, va produire et va attirer énormément d'homosexuels refoulés. Alors pour comprendre tout ça, on va faire ce que j'appelle de la sociologie à la tronçonneuse. La sociologie à la tronçonneuse. J'avais déjà fait une vidéo sur la virilité outrancière, l'homosexualité masculine, dans le milieu masculiniste. Et on va faire un peu le même travail, bien que le milieu du rap soit quand même sensiblement différent de celui des masculinistes. Alors, sociologie à la tronçonneuse, qu'est-ce que c'est? C'est comme de la sociologie universitaire, sauf que au lieu d'utiliser des concepts compliqués pour expliquer des choses simples, la sociologie à la tronçonneuse, c'est des concepts simplissimes, ludiques, drôles parfois, pour expliquer des phénomènes très, très compliqués. En fait, ça a l'air d'être une blague, mais c'est pas une blague en fait, c'est vrai. Et la sociologie à la tronçonneuse, ça fonctionne exactement de la même manière que la sociologie universitaire. La première chose à faire, c'est de définir les concepts qu'on va utiliser. J'en profite pour saluer tous les administrateurs d'un groupe Facebook. C'était un groupe Facebook, mais en fait c'était un véritable think tank où ça a développé des concepts ultra fonctionnels dans tous les sens. Et ce think tank, c'était du mythe de la gratuité des femmes. Je salue tous les administrateurs, la Toya, bien sûr, avec qui on a déjà fait des émissions ensemble, Shlomo, Souf, JF, tous les autres, et je suis fier d'en avoir fait partie. Toute la science dont je vais parler dans cette vidéo vient de ce think tank du mythe de la gratuité des femmes. Et c'est de la puissance à l'état pur. Alors le premier concept ultra important à comprendre, c'est celui d'homme solvable et d'homme insolvable. Un concept primordial. Alors qu'est-ce qu'un homme insolvable? Eh bien c'est un homme qui n'a rien à offrir. On n'est pas en train de parler que d'argent, c'est beaucoup plus vaste. Donc l'homme insolvable, bien c'est un locataire, fils de locataire, voire un allocataire, qui n'a pas d'épargne ou très peu, qui n'a pas de patrimoine, qui n'a pas de talent particulier, qui a un physique moyen et qui n'aura vraisemblablement jamais accès à la propriété immobilière ou alors à crédit et jusqu'à la fin de ses jours. Et cet homme insolvable, c'est en réalité 90% des hommes. Je suis insolvable et vous qui m'écoutez l'êtes probablement aussi. Après, il y a des degrés d'insolvabilité, mais on en fait tous plus ou moins partie. La principale particularité de l'insolvable, outre d'être insolvable, c'est qu'il n'a pas accès au coït avec les femmes minces. Ce qui m'amène à définir ce deuxième concept, celui de la jeune fille mince. C'est comme pour l'homme solvable. Ça n'est pas qu'une question d'argent. La jeune fille mince, ça n'est pas qu'une question de minceur. Ça n'est pas qu'une question d'indice de masse corporelle, bien que ce soit quand même très important. Alors, qu'est-ce qu'une jeune fille mince? C'est une fille belle, jeune, structurée, avec un QI moyen ou au-dessus de la moyenne, qui n'a pas d'enfant, idéalement, hein, mais bon, qui a un père, c'est-à-dire qui a reçu une éducation, qui a un body count acceptable et qui surtout, c'est très important, a un écart entre les cuisses. Et ces jeunes filles minces, ce sont en réalité les seules femmes
valable sur le marché sexuel et relationnel. Le marché sexuel étant le marché des relations sans engagement, des relations à courte durée, et le marché relationnel, c'est le marché du couple, c'est le marché du mariage. Donc ces femmes minces, l'insolvable n'y a pas accès, ni pour une relation durable, ni pour un coït épisodique. Encore que, on va voir, quand on est insolvable, il y a des techniques pour accéder au coït épisodique avec la femme mince. Toutes les autres femmes, les mères célibataires, les dodus, les 70 de QI qui se font tatouer le prénom de leurs enfants. J'ai vu la dernière fois sur internet que il y avait des dodus qui appelaient leur enfant Sean Paul ou Trexon. On est parti dans la stratosphère aujourd'hui. Les détraqués mentales qui n'ont pas eu de père, qui n'ont pas eu d'éducation, les femmes de plus de 35 ans, les toxicomanes et les animaux. Hein, franchement, je mets tout dans la même case. Voilà, tout ça c'est la même chose. Ça compte pas. Voilà, ce qui compte c'est les femmes minces. Toutes les femmes qui ne sont pas minces sont ce que j'appelle des femmes gratuites ou très peu chères, qui n'ont aucune valeur sur le marché relationnel. Elles peuvent avoir une valeur sur le marché sexuel, mais elles n'ont aucune valeur sur le marché relationnel. Et ces femmes gratuites, l'insolvable peut parfois y avoir accès. Encore que, là c'est parce que la sociologie change à toute vitesse, les dodus et les mères célibataires, elles rechignent de plus en plus à avoir des rapports sexuels et des relations durables avec des insolvables. Pourquoi ? Parce que maintenant, grâce à TokTok, grâce à Netflix, grâce à tout un tas de choses, elles ont été informées du fait qu'il existait des hommes solvables. Et donc, elles visent la relation avec ces hommes solvables et elles délaissent les hommes qui leur sont normalement destinés, les insolvables. Et ça crée un vrai problème anthropologique. Je vous invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Thaïs Descuffon et le bovarisme de masse. Donc je le répète, ce qui compte, ce sont les femmes minces et l'accès au coït avec les femmes minces. Gardez bien ça en tête. Et gardez bien en tête aussi que l'insolvable, en général, voilà, vous pourrez toujours me trouver des exceptions, mais l'insolvable, en général, n'a pas accès aux femmes minces. Or, ce que doit désirer le plus au monde un insolvable, c'est de coïter une femme mince. Normalement, c'est son seul objectif de vie. Et c'est là-dessus que repose toute l'activité économique mondiale, toute la production artistique, tout l'appareil productif. Si demain, on invente un système qui permet à tous les hommes insolvables de disposer d'une ou de plusieurs femmes minces, c'est toute l'économie mondiale qui s'effondre. Et si demain, on invente un système qui enlève aux insolvables l'espoir d'avoir un jour accès aux femmes minces, c'est également toute l'économie mondiale qui s'effondre. Donc l'insolvable, il va se mettre au boulot pour accéder ou espérer accéder au vagin des femmes minces. Alors comment il va s'y prendre cet insolvable ? La première solution la plus simple et la plus logique, c'est qu'il va, par son travail, essayer d'accéder à la solvabilité. Donc pour accéder à la solvabilité, il n'y a pas de mystère, hein, c'est le travail, l'entrepreneuriat, les diplômes, la criminalité, peu importe, tous les moyens sont bons. C'est-à-dire qu'à force d'efforts surhumains, l'insolvable parviendra à devenir à peu près solvable et il accédera à une femme mince. La plupart du temps, les femmes minces auxquelles un insolvable de naissance peut prétendre, c'est pas les femmes minces, c'est pas le top des femmes minces, quoi. C'est de la femme mince de piètre qualité ou de la femme mince de seconde main. Mais peu importe. Hein, lui, il pourra y avoir accès et encore mieux, son fils, lui, pourra accéder aux vraies femmes minces. Deuxième solution pour accéder à la femme mince lorsqu'on est un insolvable, la ruse, la filouterie, l'intelligence, la drague. Donc là, l'impécunieux, il va faire rêver les femmes minces. Il va leur retourner le cerveau. Il va les subjuguer en se la jouant poète maudit, quoi. Et ça, c'est ce que j'appelle les joueurs de viol. Et c'est une excellente stratégie, parce que ça permet effectivement de coïter avec énormément de femmes minces. Parce qu'il faut savoir qu'un insolvable qui se bat au jour le jour pour exister et qui se bat au jour le jour pour plaire, en fait, il est beaucoup plus séduisant et fascinant
qu'un solvable. Parce que le solvable, souvent, il va penser à long terme, il a des responsabilités, il doit faire attention à son image, il doit faire attention à qui il fréquente, et ça le rend ennuyeux. Alors que l'insolvable, un peu malin, un peu filou, il a rien à perdre, et ça le rend attractif. La plupart des femmes minces, avant de se fixer avec un homme solvable, elles se sont souvent faites coïter par de nombreux joueurs de viol. Il y a toujours un filou qui est passé par là et qui a consommé sans payer. Sans payer entre guillemets, parce que il a fait ce qu'il faut pour la divertir et c'est une forme de paiement. Le problème de cette stratégie, qui permet d'accéder aux femmes minces quasiment gratuitement, je le rappelle, c'est qu'elle ne permet pas de fidéliser une femme de qualité sur le long terme. C'est-à-dire que la jeune femme mince, sitôt ses études terminées, elle va délaisser les poètes maudits au profit des vrais hommes hétérosexuels solvables. Donc le joueur de viol, son destin en général, c'est d'enchaîner les relations de courte durée, mais il ne parviendra pas, ou alors extrêmement rarement, à fidéliser et féconder l'utérus d'une femme de qualité. Et il finit seul, ou alors il se résout à se mettre en couple avec une magalaxe, si, avant ses 35 ans, il ne parvient pas à accéder à la solvabilité. S'il accède à la solvabilité, eh bien, il faut se référer au premier point, au point d'avant. Autre solution pour coïter avec une femme mince lorsqu'on est insolvable, attention, il n'y a aucune morale là-dedans, comme je dis, c'est de la pure sociologie à la tronçonneuse. L'autre solution, c'est le viol. Quand on n'a pas les moyens de s'offrir quelque chose, on est tenté de le voler, on est tenté de le dérober, on est tenté de l'acquérir par la violence. Et le viol, finalement, n'est qu'une catégorie particulière de vol. C'est le vol de coït avec des femmes minces. Évidemment, le viol est très sévèrement réprimé. Une société ne peut pas permettre à des hommes insolvables d'accéder à l'utérus des femmes minces par ce biais. Car, en fait, c'est tout le système économique qui s'effondre. C'est pourquoi, dans les pays développés, le viol est pénalement réprimé, et très sévèrement réprimé. Et puis enfin, il y a ce que j'appelle la voie royale. Pour accéder à la solvabilité, le meilleur moyen, et le moyen le plus efficace, c'est de devenir une star. Donc vous avez plusieurs moyens de devenir une star. Vous pouvez devenir un sportif de haut niveau, faire du cinéma, donc ça c'est bien, mais le top du top du top du top du top, c'est de la musique. C'est de devenir une star de la musique. Jusqu'à un passé très récent, tous les insolvables qui se lançaient dans la musique, c'était pour subjuguer les femmes minces de qualité. C'était pour coïter abondamment des femmes minces de qualité et finalement féconder l'utérus d'une créature mythologique. Et la star de la musique, eh bien, c'est le solvable ultime. Voilà, il n'y a rien au-dessus. Et vous pouvez prendre tous les styles de musique, le rock, la soul, le jazz, la funk. Vous observez que l'objectif premier de ces musiques, c'est le coït. Et c'est l'accès aux femmes minces. Donc le musicien, encore mieux, le chanteur, issu du prolétariat, le fils de locataire, celui qui au départ est un insolvable, celui qui emprunte cette voie, qui a le talent et le charisme pour le faire, parce que c'est pas facile, eh bien, il accède à la voie royale de la solvabilité. Le musicien, le chanteur, il a cette particularité de cumuler la fascination qu'exerce le poète maudit insolvable sur les jeunes femmes minces, et l'attrait irrésistible du solvable qui possède la richesse bâtimentaire. Donc, la star de la musique, avec tout en haut le chanteur, c'est lui qui, dans sa génération, va féconder les meilleures femmes. Et c'est pour ça, il y a toujours des exceptions bien sûr, mais que les stars de la musique, les plus charismatiques et talentueuses, sont souvent issues du prolétariat. Voilà, comme pour les athlètes de haut niveau. Tout simplement parce que le fils de solvable, il n'a pas besoin de devenir une star pour accéder au coït avec une jeune femme mince qui a un écart entre les cuisses. Il n'a donc pas la motivation nécessaire pour exceller. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Vous avez des gens qui sont déjà solvables au départ et qui en plus deviennent des stars de la musique, quoi, des princes. Je sais pas moi, Brian Molko par exemple, ou des trucs comme ça, donc eux, ce sont des princes, quoi. Mais en général, les stars de la musique, ils viennent des milieux populaires, ce sont des insolvables. Un homme qui, à la naissance, à la base, a accès aux femmes minces, ce qui va se passer, c'est qu'il va plus beaucoup progresser dans la vie, quoi. Sauf s'il est animé, faut avoir des ambitions dans la vie, mais pour la plupart des gens, une fois que vous avez accès à la femme mince, la plupart des hommes, vous progressez plus, il n'y a plus de motivation.
puisque vous avez déjà accès au Graal en fait. Donc vous n'avez plus besoin de bosser. Et j'en termine avec cette longue introduction. Et nous allons donc maintenant pouvoir nous concentrer sur le cas particulier du rap. Le rap, contrairement à toutes les musiques qui l'ont précédé, et qui sont arrivées après, hein, je sais pas, la techno, ce genre de truc, le rap est la seule musique qui n'a pas pour vocation première en tout cas, d'accéder au vagin des femmes minces de qualité. C'est ça qui différencie le rap de toutes les autres musiques. Le rap, c'est le temple de la virilité outrancière, c'est l'endroit où on s'attend le moins à croiser des homosexuels, tant et si bien que le rapport entre rap et homosexualité est contre-intuitif, mais il n'en est pas moins réel. Il n'en est pas moins réel. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le rap n'a pas été inventé et n'est pas pratiqué dans le but d'accéder aux femmes minces de qualité. J'aimerais préciser une chose et lever tout malentendu avant de continuer. D'abord, tous les rappeurs ne sont pas gays, tous les fans de rap ne sont pas gays, loin s'en faut, mais vous verrez que les plus hétérosexuels des rappeurs, genre 50 Cent, en fait, à un moment, il y a un phénomène de rejet, ils arrêtent de s'habiller comme des rappeurs, et puis ils essayent d'accéder à la respectabilité dans leur langage, parce qu'ils veulent sortir de là, quoi. Et autre chose, surtout, il n'est pas grave que de nombreux rappeurs et amateurs de rap soient homosexuels. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce sont des homosexuels refoulés. Or, le refoulement de l'homosexualité est la cause d'innombrables comportements antisociaux, l'agressivité, la prédation, le fanatisme religieux et politique, les homosexuels refoulés, en général, ce qu'ils veulent, c'est un État et une religion qui leur interdit de devenir des homosexuels, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre symptôme de l'homosexualité refoulée ? Il y a la maltraitance des femmes, parce que les homosexuels refoulés en voudront toujours aux femmes de ne pas être des hommes. Vous avez le puritanisme, vous avez la perversité narcissique, vous avez la domination, etc., etc. Donc l'homosexualité refoulée est un fléau. Ceci étant dit, qu'est-ce qui caractérise le rappeur ? Et encore plus le fan de rap, qui est un sous-rappeur. Eh bien, c'est son insolvabilité. Le rappeur, le fan de rap, avant toute chose, c'est un insolvable. C'est un locataire, voire un allocataire, et il n'a donc pas accès aux femmes minces. Qu'est-ce qui caractérise également le rappeur et le fan de rap ? C'est que c'est une racaille. Et plus précisément, une racaille homophobe. D'ailleurs, avant que l'homophobie ne soit sévèrement réprimée pénalement et socialement, les paroles de rap fourmillaient de punchlines homophobes, de punchlines anti-gays. La plus célèbre et la plus révélatrice, c'est Rof dans le morceau On fait les choses, qui dit « On m'a dit que c'était des PD qui produisaient, donc en tant qu'anti-PD, ton côlon, je viens briser. » Une punchline lourde de sens. Je prends cet exemple, j'aurais pu en prendre des milliers. La racaille qui fait du rap, ou qui est fan de rap, elle a cette particularité de ne fréquenter que des insolvables. Et l'insolvable, condamné à vivre au milieu d'autres insolvables, il doit être fort, il doit être viril, parce que sinon, il va se faire dévorer par tous les autres exclus de l'hétérosexualité, par tous les autres insolvables. C'est un phénomène de compensation psychologique. Quand vous êtes entouré d'insolvables agressifs et frustrés, vous devez devenir un loup, parce que si vous êtes un mouton, vous allez vous faire dévorer. Le mouton insolvable, il se fait maltraiter par les autres exclus de l'hétérosexualité. Être insolvable et faible, c'est être tout en bas de la chaîne alimentaire. Vous serez le dernier de la liste à pouvoir goûter aux femmes minces. Autant dire que vous n'y goûterez jamais. D'ailleurs, observez que chez les insolvables fans de rap, les seuls qui ont accès à des femmes, je parle pas accès à des femmes minces, puisqu'ils n'y ont pas accès, les seuls qui ont accès à des femmes, d'être vivants pourvus d'un vagin, ce sont les plus virils, et ce sont les plus agressifs. L'insolvable qui apparaît aux yeux des femmes dysfonctionnelles comme le plus séduisant, voilà, l'inverse des femmes minces, c'est, on va les appeler les femmes dysfonctionnelles, donc l'insolvable qui apparaît aux yeux des femmes dysfonctionnelles comme le plus séduisant, ce sera très souvent le plus agressif, et ce sera le plus virilement caricatural. La femme à 75 de QI tatouée, la dodue, la pouilleuse, la crasseuse sans père qui fume du cannabis et qui a tourné dans les caves, c'est quoi son destin ? C'est de se faire féconder par Dylan ou Mokhtar, les caïds du quartier. Mais revenons à nos moutons, je m'égare. Les rappeurs et les fans de rap, c'est la même chose. Ils n'apprécient pas le rap
parce que cette musique leur permettrait d'accéder aux femmes minces, ils aiment et ils produisent du rap pour apparaître virils aux yeux des autres hommes insolvables. C'est ce que font malheureusement beaucoup d'insolvables lorsqu'ils se retrouvent entre eux sans possibilité d'évolution sociale. Ils sèchent les cours, ils fument du cannabis, ils se bagarrent, ils constituent des gangs ou des bandes. Les bandes de mecs insolvables, c'est hyper malsain, c'est horrible. Au sein de ces gangs, au sein de ces bandes, va se mettre en place une sorte de système hiérarchique malsain basé sur l'homo-validation, la validation par des autres hommes. Et ainsi, la reconnaissance homo-sociale devient la seule source de motivation de ces insolvables, et leur seul moyen de briller socialement. Et dans cette logique de validation homosociale, qui consiste pour exister non pas à plaire aux femmes minces, mais à plaire à des hommes insolvables, eh bien, les insolvables, ils vont se concurrencer dans des disciplines diverses. On l'a vu, la bagarre, la criminalité, le fondamentalisme religieux. Tous les terroristes de Daesh, au départ, ce sont des hommes insolvables à qui l'islam promet l'accès aux femmes minces et au paradis des martyrs. Donc il y a la bagarre, la criminalité, et puis il y a le rap. Les rappeurs sont des hommes insolvables dont le succès se mesure à l'attraction qu'ils exercent sur d'autres hommes insolvables. Ce sont des exclus de l'hétérosexualité qui cherchent à séduire d'autres exclus de l'hétérosexualité. Ce sont des insolvables sans contrôle sur leur avenir financier et procréatif. Ce sont des oubliés de la propriété immobilière. Ces insolvables sont des hommes que les femmes ne regardent pas et qui n'ont donc d'autre choix que de se débrouiller entre eux au milieu d'une atmosphère étouffante d'homosexualité latente refoulée. Et c'est pour ça que le rap, ceux qui vont le plus aimer le rap, ceux que le rap va le plus fasciner au départ, ça va être des homosexuels refoulés. Le rap va attirer les homosexuels refoulés en même temps qu'il va produire du refoulement de l'homosexualité. C'est-à-dire qu'il va rendre refoulés des gens qui au départ ne l'étaient peut-être pas. Donc ces locataires fantasment chaque jour sur le modèle du rappeur ultra viril, et ce modèle du rappeur ultra viril va nourrir d'imaginaire érotique du client du rap ou du rappeur. Arrêtons-nous une seconde et essayons d'observer le peu de femmes qui apprécient le rap. Les femmes n'apprécient pas le rap plus que ça, mais celles qui l'apprécient, ce sont presque toujours des Magali à faible QI, des dodus. Parfois vous avez aussi des bourgeoises dégénérées qui consomment du cannabis, un peu comme la meuf de Joey Starr, Béatrice Dalle, où vous avez de la michetonneuse cauchemardesque du fond des abysses, ultra vulgaire, des meufs qui ressemblent à des actrices de films porno. Et il faut comprendre que donc même le rappeur qui parvient à percer, qui devient une star, il n'a accès qu'à ce type de femme dysfonctionnelle. Le rappeur, il est coincé. Même lorsqu'il accède à la propriété immobilière, même lorsqu'il expose ses richesses avec ostentation, d'ailleurs c'est ce que font les rappeurs avec le bling-bling, le rappeur n'a pas accès aux femmes minces de qualité. Jamais. Parce qu'en fait, le rappeur, il est tellement imprégné d'une aura d'insolvabilité que les femmes minces fuient d'instinct. Elles vont fuir d'instinct. Ça respire trop l'insolvabilité. Donc vous avez des rockers au physique ingrat et au succès très relatif. Je pense à un gars comme Pete Doherty, par exemple. Pete Doherty, il a accès au vagin de Kate Moss. Et comment il fait ? Il s'habille comme un pouilleux et il lui fait boire de la bière tiède. Et il a accès à son vagin. Alors qu'un rappeur au succès planétaire, qu'est-ce qui lui reste ? Il pourra coïter des femmes infiniment vulgaires, comme je dis, des femmes qui ressemblent à des actrices de films porno ou à des prostituées de bas étage. Et ces femmes dysfonctionnelles auxquelles il a accès, en plus, il va falloir les couvrir de cadeaux hyper chers pour espérer conserver l'exclusivité de l'accès à leur vagin. Donc en fait, le rappeur, il se tape des femmes qu'aucun homme solvable véritable ne consentirait à marier. Ou alors, ce qu'on a aussi souvent, c'est des rappeurs qui ont énormément de succès et leurs femmes, en fait, sont des femmes très quelconques, quoi. Sont des madame tout le monde, quoi. C'est la même femme avec laquelle ils se seraient mariés s'ils étaient restés insolvables, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un rappeur ou un fan de rap, il ne devient jamais vraiment solvable.
même lorsqu'il gagne de l'argent. Il n'est jamais qu'un insolvable avec de l'argent. C'est là que les concepts sont subtils. Vous pouvez avoir de l'argent et être un insolvable, et vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent et être un mec solvable. Tenez, pensez à un truc. Les rappeurs fans de rap, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils souhaitent se divertir? Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils ont envie de passer des bonnes vacances entre potes? Eh bien, ils se rendent en Thaïlande, dans la capitale de la transsexualité. Et ils y vont pour coïter des femmes à pénis. C'est eux les premiers à avoir fait ça. La femme à pénis est pour le rappeur et le fan de rap une sorte de Graal, parce qu'elle représente à la fois la femme mince qui lui est inaccessible, mais également le phallus qu'il désire inconsciemment. Le gros de la clientèle des prostituées transsexuelles, il est composé de racailles insolvables, fans de rap. C'est vérifiable. Les rappeurs et les fans de rap insolvables, ils sont fascinés. Qu'est-ce qui les fascine? C'est l'univers carcéral. Or, l'univers carcéral, qu'est-ce sinon un endroit où se pratique une homosexualité de caserne? Un endroit où, au regard des circonstances, l'homosexualité est excusable. C'est bizarre d'avoir une fascination pour l'univers carcéral. Il faut aussi comprendre que l'image du rappeur à succès, elle est très utile à la perpétuation du système. C'est pas le système qui a créé le rap, mais il a tout de suite compris les avantages que ça pouvait lui apporter. Les jeunes insolvables, hyper virils, homosexuels refoulés, ils sont fascinés par leurs idoles hyper solvables, mais bon, en réalité avec une aura d'insolvable, rappeurs. Alors ils s'imaginent qu'eux aussi, ils pourront un jour avoir accès à la solvabilité qui leur permettra d'accéder aux femmes minces. Donc ces racailles homo-virilistes, ces rappeurs qui ont réussi, ils ont cet avantage pour le système de maintenir dans l'illusion tous les autres insolvables agressifs. Les maintenir dans l'illusion que l'accès au vagin des femmes minces est peut-être possible. Et c'est en réalité un piège, bien sûr, qui les enferme dans leurs habitudes d'homo-validation et qui les condamne à la stagnation sociale. 99,99% des insolvables virilistes ne rencontreront jamais le succès, ne deviendront jamais des rappeurs à succès, ni des footballeurs, ni rien de tout ça. L'idolâtrie, parce que quand on parle de rap, on parle vraiment d'idolâtrie. Allez regarder les commentaires sous les clips de rap, les gars qui commentent, c'est d'un niveau très très bas, mais ces rappeurs font vraiment l'objet d'un culte de la part des insolvables, tout en bas de l'échelle sociale. Cette idolâtrie envers d'autres hommes homo-virilistes, ça cache mal finalement leur volonté de ne jamais accéder à la femme mince. Parce que si la femme mince était un vrai objectif pour eux, ils se bougeraient, ils œuvreraient à ressembler à des hétérosexuels solvables, et non à des homosexuels refoulés insolvables. Donc les homosexuels refoulés, finalement, ils se complaisent dans l'homosexualité refoulée parce que la femme mince n'est pas un objectif suffisamment désirable pour eux. Donc le seul moyen qui leur reste, la petite porte, la petite fenêtre qui leur reste pour devenir peut-être un jour des hommes solvables et respectables, c'est d'assumer leur homosexualité. Les hommes solvables, fils de solvables, qui ont accès aux femmes minces, souvent ils aiment bien le rap. Souvent, ils sont pas fans de rap, mais ça leur plaît. Ça leur plaît parce que c'est un outil qui leur assure que les insolvables, ceux qui sont en dessous d'eux dans l'échelle sociale, ils viendront jamais leur faire concurrence. Et donc, ça leur assure ça leur assure de pouvoir profiter pleinement sans avoir à partager du marché des femmes minces. Ils n'ont pas de concurrence. Notez une chose, il fut un temps où les insolvables, ils pouvaient encore espérer avoir accès à une femme mince, en récompense de leur mérite. Certains hommes insolvables se voyaient attribuer une femme mince de leur milieu, et c'était possible grâce à la régularisation du marché sexuel, qui était fondée sur une homogamie indissoluble stricte, qui était fondée sur l'idée du couple indissoluble. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le marché relationnel et sexuel est entièrement dérégulé. Tant et si bien que les hommes solvables, ils ont un accès illimité aux femmes minces de leur milieu, ça a toujours été le cas, mais ils peuvent également puiser dans l'inépuisable, c'est pas beau comme formule, puiser dans l'inépuisable, enfin c'est ça, ils peuvent puiser dans l'inépuisable vivier de femmes minces dont les parents sont insolvables. Donc en fait, ils ont accès à toutes les femmes minces. Tandis que les insolvables n'y ont plus du tout accès. Les femmes minces à pair insolvables,
Elles sont pas du tout dans la même situation que les hommes insolvables, hein. Les femmes minces à pair insolvables, elles utilisent leur minceur pour s'extraire de leurs déterminismes sociaux. Et elles vont pouvoir fidéliser un homme solvable. L'homme insolvable actuel, il n'a pas d'autre choix que de se contenter de son environnement homo-viriliste. Il n'a pas d'issue, il n'a pas d'espoir possible. Et c'est pour ça que la tendance racaille, elle s'est totalement généralisée. C'est pas pour rien qu'au début je disais, les rappeurs et les fans de rap, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont racailles. Il faut qu'ils soient agressifs. Et cette agressivité, aujourd'hui, on la retrouve dans toute la société. C'est pourquoi la tendance racaille, elle s'est totalement généralisée. Elle est plus seulement circonscrite aux quartiers, aux cités, etc. Aujourd'hui, la tendance racaille, on la retrouve chez la totalité des hommes insolvables, c'est-à-dire 90% des hommes. Un jeune homme insolvable du fin fond de la campagne, issu d'une lignée française depuis 15 générations et qui se destine à devenir agriculteur, c'est-à-dire, bon, la sociologie où on s'attend le moins à trouver une racaille, vous allez lui parler, il va ponctuer ses phrases par le « Voilà, la vie de ma mère, je m'en bats les couilles, frère ». Il y a une racaillisation générale de la société pour toutes les raisons qu'on vient de voir. Les riches homosexuels, ils adorent également le rap. Et ils adorent la culture hip-hop en général. Parce que la culture hip-hop, elle est un vivier de jeunes homosexuels refoulés, prêts à céder à leurs avances en échange de la promesse d'une hypothétique solvabilité future. Je vous donne qu'un seul exemple, mais historiquement, c'est quand même l'exemple le plus intéressant. C'est Basquiat, vous connaissez le peintre Basquiat, et il y en a un autre exactement de la même époque qui s'appelle Keith Haring. C'est les précurseurs du street art. Et ce sont les superstars du street art. Ils sont iconiques. Et en fait, ces artistes, ces street artistes, ils avaient rien de plus que les autres. Ils sont devenus des artistes cotés et donc solvables en couchant avec de riches mécènes new-yorkais. C'était pas du tout les graffeurs les plus doués de leur génération. C'était juste que c'était les seuls à assumer leur homosexualité. Donc c'est les seuls qui ont réussi à se faire coter leurs œuvres. Bon, ce qui nous amène à l'affaire qui défraie la chronique, dont on a parlé en début de vidéo, l'affaire Puff Daddy, où l'on apprend que pour être coopté dans l'industrie du gangsta rap, il faut passer par Puff Daddy, quoi. Faut se faire enfiler par Puff Daddy, et avec de l'huile pour bébé. On a retrouvé, lors de la perquisition à son domicile, plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé, dont Puff Daddy et ses amis se servent pour ils s'en servent comme lubrifiant, quoi, pour sodomiser de jeunes rappeurs et sûrement beaucoup de fans de rap. Notez qu'ils n'achètent pas du lubrifiant ad hoc, du lubrifiant spécialement prévu à cet effet. Ils achètent quelque chose qui sert de lubrifiant. Vous voyez jusqu'où peut aller l'homosexualité refoulée, quoi, au lieu d'acheter le vrai produit, quoi. Ils achètent un truc, ils détournent un autre produit, quoi. Donc le gangsta rap est une mafia gay, et le rite de passage, c'est de se faire sodomiser. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde le savait. Voilà. Et que ça peut paraître étonnant au premier abord, mais que, au regard de tout ce que je viens de vous dire, ça n'a rien d'étonnant. C'est l'aboutissement de la logique d'homo-validation. Cet aboutissement, c'est bien sûr le passage à l'acte homosexuel. Mais c'est pas un passage à l'acte homosexuel qui se fait dans l'amour et dans la bonne humeur. Chez les homosexuels refoulés, la sodomie, c'est un moyen de montrer qu'on est le patron. C'est une homosexualité toxique qui va être fondée sur le chantage, sur la domination, sur la violence. Et c'est pour ça que ceux qui vont jusqu'au bout de la logique de l'homosexualité refoulée, comme dans l'affaire Puff Daddy, ça peut vite basculer dans le proxénétisme et dans d'autres trucs, quoi. Le milieu du rap, qu'il s'agisse des producteurs ou des consommateurs, de ceux qui font le rap, de ceux qui le produisent, de ceux qui l'écoutent, c'est un milieu à 80% constitué d'homosexuels refoulés, dont l'érotisme s'est construit exclusivement à travers l'homo-validation et l'homo-virilisme. Donc je redis ce que je disais, c'est très important à comprendre. Le rap, ça va dès le départ attirer beaucoup d'homosexuels refoulés, c'est eux qui vont l'écouter, c'est eux qui vont le faire, mais ça va également fabriquer du refoulement de l'homosexualité, parce qu'à force de vivre dans une ambiance d'homo-virilisme et d'homo-validation, on fabrique du gay, quoi. Bon, après, je sais pas, est-ce que c'est l'homosexualité, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, je pense que ça peut être les deux, quoi. Bon, dans le rap, on a les deux. Le jeune hétérosexuel insolvable, comme il en existe énormément, qui va naître dans la culture rap, et qui,
par contrainte, ne va pas pouvoir y échapper, c'est mon cas, c'est sûrement le cas de vous qui m'écoutez, eh bien, il finira par renier cette culture rap. En fait. Il finira par la rejeter. Parce qu'à un moment, il va ressentir une gêne. Et très vite, il va se tourner vers d'autres occupations, quoi, et notamment vers d'autres styles musicaux. Ils vont s'intéresser à des styles musicaux appréciés des femmes minces. Il essaiera de s'extraire de son milieu, parce que c'est le seul moyen d'accéder aux femmes minces. Il abandonnera le parler racaille. Pourquoi ? Parce que ça fait fuir les femmes minces, et il développera des compétences de drague pour coïter des femmes minces. Voilà, il en aura rien à foutre du rap et de ses codes. Même si, quand vous avez été exposé au rap, quand vous, dans votre jeunesse, c'est comme quand vous avez eu des parents toxicomanes ou des parents alcooliques, c'est un poison, hein. On n'en sort jamais totalement, hein. Donc il faut, voilà, c'est un effort, quoi. Bon, il faut, même quand on apprécie le rap, il faut toujours garder en tête que c'est un truc pour faire la vaisselle et des pompes une fois de temps en temps, quoi. C'est pas, il faut pas se mettre à écouter du rap, à avoir besoin. Si vous avez besoin d'écouter du rap pour kiffer, vous êtes comme les alcooliques, quoi. Et puis, bon, vous êtes, voilà, il y a probablement un peu d'homosexualité refoulée là-dessus. Donc on a vu l'hétérosexuel insolvable, il va renier le rap, alors que l'homosexuel refoulé insolvable amateur de rap, il va continuer toute sa vie à vouer une adoration à ses idoles rappeurs. Il va cultiver jusqu'à la fin de ses jours les codes de l'homo-virilité. Aujourd'hui, on a des mecs, ils ont 50 piges, 60 piges, ils sont encore en Air Max à parler comme des racailles, quoi. Et il va continuer à se traîner ce truc avec son lot de souffrance. Et puis, sa vie, ça va ressembler à quoi ? Une vie de merde. Et puis parfois, in extremis, hein, ce fan de rap homosexuel refoulé, il va réussir à fidéliser une femme de très basse extraction, hein, une dodue, une mère célibataire, une 70 de QI, et puis à côté, il va assouvir ses pulsions homosexuelles en allant voir des transsexuels, ou alors pour les plus insolvables, ils iront voir des travestis, quoi. Jean-Claude avec une perruque, et puis une toute petite minorité d'entre eux, et ça je le déplore parce qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus développé, une petite minorité de ces homosexuels refoulés qui se condamnent à une vie de malheur, en fait. Une petite minorité, elle va finir par briser ce cycle infernal en assumant son homosexualité et en se libérant du même coup de toutes les conséquences dramatiques du refoulement. D'ailleurs, il y a un mouvement aux États-Unis, c'est pas encore arrivé en France, mais en fait, il y a de plus en plus de rappeurs qui sont ouvertement gays. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'en fait, c'est ça l'avenir du rap. C'est ça qui fait que le rap va devenir une musique beaucoup moins agressive, une musique qui respirera moins la frustration. Et ces gays, ces rappeurs gays assumés, ils vont changer cette culture, ils vont l'assainir de sa dimension insolvable homosexualité refoulée, qui la rend si désagréable et si toxique. Voilà. Bon, si jamais je sors cette vidéo en public, les contenus privés, c'est sur Patreon, le lien est en descriptif de la vidéo, c'est là que vous trouvez des vidéos comme celle que vous venez d'écouter, mais même ça va encore plus loin dans les analyses. Le but, c'est de faire les vidéos les plus jouissives, les plus drôles et les plus intéressantes possibles. Et puis, vous pouvez toujours vous procurer le livre écrit à quatre mains avec Pierre-Yves Lenoble, Aphorismes et Pensées, aux éditions Pangolin, sur le site Amazon. Le lien est également en descriptif de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt